Aïcha, Oui, vous êtes née en 1945 à Saïda. oui, né au plateau de l'ouest algérien, en 1945, oui. Et en mai 1945. Et le 11 mai 1945. Donc 3 jours après ce qu'on appelle l'armistice. Et aussi 3 jours après les massacres de Sétif. Pas seulement de Sétif, ça a été corrigé d'ailleurs plusieurs fois, de Sétif, de Guelma, de Kherata et de Saïda, qu'on a oublié de mentionner jusqu'à ce que ce soit reconnu dans les années 90. Quel souvenir de petite fille gardez-vous de Saïda? Comment vous pourriez nous décrire avec votre regard de petite fille, comment était Saïda dans votre enfance? Saïda de mon enfance, Saïda de mon adolescence, c'est un rêve vécu. Ah oui, pour moi, pour ma fratrie, pour les enfants du voisinage. Jusqu'à présent, il y en a quelques-uns, ils en parlent toujours avec amour. Parce que c'était un coin excentré, à côté du cimetière européen, qui était immense, en face de champs immenses, à côté de pépinières, sous les collines, à proximité d'une source. Donc on vivait avec la nature. Là, c'est ma maman, dont le portrait suscite toujours l'admiration des gens. Elle était jeune, je ne sais pas si elle avait 30 ans à ce moment-là. Très belle. Qui a pris cette photo? Ça devait être le photographe. Les gens n'avaient pas d'appareil photo, je pense qu'elle était allée chez le photographe. Peut-être pour une carte d'identité, je ne sais pas. Peut-être. Ça, c'est le papa dont je vous ai parlé, qui est son époux, son deuxième époux, puisque mon père biologique était décédé 6 mois après ma naissance. C'était moi, à 9 ans. Ici, la classe de CE2, cours élémentaire deuxième année, en 1954 aussi, la même année. C'était le jour de l'Aïd el-Fitr. Donc, je suis là, je suis habillée pour la fête. J'avais une robe toute neuve. Voilà, donc il y a beaucoup de filles donc, françaises, c'est la majorité bien sûr, jusque-là. Les Algériennes sont là, une ici. Voilà les autres, on les reconnaît avec les robes traditionnelles algériennes. Voilà, ça c'est les Algériennes. L'entrée à l'école, comment ça s'est passé? Vos années d'école primaire? Oh, c'était formidable pour moi, tout avait été facile. Vraiment, j'étais une enfant favorisée. Mon frère, qui avait 3 ans de plus que moi, il adorait la lecture. Bon, il rapportait tout le temps des livres, il échangeait, etc. Et moi, je lisais. Et je n'étais pas encore allée à l'école. Et quand je suis rentrée à l'école, je savais lire et je savais. Et il y avait une année d'initiation pour les Algériens. On n'était pas censé connaître la langue française. Donc ça s'appelait la classe d'initiation. Donc la maîtresse, quand elle a vu que j'étais aussi avancée, elle me laissait derrière. J'étais derrière, chaque fois que je levais le doigt, elle préférait interroger les autres parce que je savais tout. Voilà, donc, mais je me souviens très bien de cette année-là, de la fin de l'année. Il y avait eu la distribution des prix, j'avais eu le prix d'excellence, j'avais eu un grand livre avec un coq sur la couverture, un magnifique coq. Vous m'aviez raconté une très belle histoire à propos d'une collection de livres à couverture rouge. Vous pouvez raconter ça? Je suis très émue encore en parlant. Notre voisin qui était un Alsacien, rentré dans la Légion étrangère, M. Jacquel, qui était marié à une Espagnole, il était gardien du cimetière européen, donc notre voisin. Et il avait une bibliothèque. Moi, je connaissais bien la maison parce qu'il y avait ma sœur aussi qui était la maîtresse de maison, qui était plus notre grand-mère à tous.
Donc j'avais mes entrées dans la maison et cette petite bibliothèque était suspendue avec une cinquantaine de livres reliés en rouge. Et je lisais les titres, etc. Et une fois, M. Jacquel, c'est bien un nom alsacien, il avait dit, parce que personne ne lisait chez eux. Ils avaient adopté un fils, un Espagnol, j'ai connu l'histoire après, mais personne ne lisait. Alors il avait dit, il avait proposé à mon frère, c'était cher, mais il l'a acheté pour moi. Puisque j'étais celle qui... la petite intellectuelle, il disait. La petite intellectuelle. Avant, il m'appelait la petite secrétaire parce que je savais écrire. Mais après, il m'appelait la petite intellectuelle. Et il y avait tous les grands noms de la littérature classique internationale. Et donc vous avez des souvenirs avec ces voisins alsaciens? Il y avait beaucoup d'Alsaciens à Saïda? C'était une famille. À Saïda, bon, oui, il y avait des Alsaciens. Chez nous, il y avait tout un village aussi qui était habité par des Alsaciens. Ils sont venus en 1871. Il y avait, à la fin, il y avait 5000 Alsaciens qui avaient fait souche en Algérie, à Saïda. Alors vous avez 9 ans lorsque la guerre éclate. Vous dites la révolution. Ah oui, oui, à Saïda c'était 56, en 56 qu'elle a été effective. Et c'est comme ça que mon père donc, a commencé sa vie, après sa vie de bagnard, son autre vie, et ça se comprend, parce qu'il avait cette horrible chancre là, du bagne de Cayenne, ça se comprend qu'il se soit lancé tout de suite dans la politique. Et en 56, il s'était enrôlé dans la résistance. La réunion avait eu lieu même dans son épicerie. La réunion de déclenchement de la révolution à Saïda, donc en 56. En 56. Et c'est comme ça qu'a commencé son autre vie. Il a impliqué d'abord mon frère, mon grand frère, celui qui m'a acheté les livres, donc il le secondait tout le temps. Moi, je savais des petites choses, je ne savais pas beaucoup, mais j'entendais, etc. Après, vous entendiez quoi? Ah ben, des choses. Mon père, après, il m'a mise dans le secret. Parce que mon père parlait le français, mais ne l'écrivait pas. Il était lettré en arabe. Et moi, donc, il était la petite intellectuelle. Chaque fois que je revenais de l'école, il m'appelait dans son arrière-boutique et il m'apportait les petits messages qui venaient de là-bas. Du front. Du front. On l'appelait le front. Hein? Donc des officiers Jounoud, hein, des résistants. Alors c'était des petits papiers comme ça, comme des rouleaux de cigarettes, très fins, avec du scotch très serré. Donc il défaisait soigneusement ce scotch-là, il l'ouvrait, il me dit tu lis maintenant, tu me dis ce qu'il laisse, comme dit. Et alors je lisais. Et je connaissais comme ça le nom de ces personnes, de ces officiers de l'ALN, de l'Armée de Libération Nationale. Donc je lui racontais ce qu'il disait, laisser passer pour un tel, il fallait délivrer un laisser-passer pour un tel, pour ceci. Et puis aussi, donc là j'étais dans le secret, hein, donc je savais que mon père était le personnage central par lequel passait le ravitaillement pour le front, ravitaillement en armes, en vêtements, en chaussures, en tout, en ravitaillement, la nourriture. C'est comme ça qu'il s'était retrouvé à l'indépendance avec une épicerie presque vide. Aviez-vous conscience, quand vous étiez donc une enfant, de l'importance qu'avaient et votre père et cette épicerie dans la révolte? Ah oui, ça j'en étais consciente, oui. J'en étais peut-être pas profondément consciente, mais je savais qu'il y avait des choses. Et plus tard, j'ai été mise au courant, donc à partir de ces papiers, et puis, par exemple, à l'école, il y avait le choix de la langue étrangère. Parce que nous faisions l'école en français, bien sûr. La langue étrangère, il y avait l'arabe et l'anglais. L'arabe était une langue étrangère pour nous. Alors,
toutes les petites musulmanes de ma classe, on avait choisi l'arabe, justement par nationalisme. Parce on avait conscience déjà que quelque chose était en train de se dérouler, qu'il fallait nous démarquer, quoi, qu'il fallait absolument nous démarquer. Et après, c'était à l'école normale, à Oran, qui était une ville reconnue avec l'OAS. Ah, c'était affreux. Donc, c'était ma première année d'école normale. Je vivais à l'internat, bien sûr. C'était en quelle année? 1961, octobre 61, jusqu'à l'indépendance. Donc, qui étaient les autres élèves avec qui vous étiez? C'était toutes des Françaises d'origine espagnole. Il y avait Torres, il y avait plein de trucs comme ça. Il y avait des Juifs, c'était des Français. Donc, c'était des pieds noirs, C'était des pieds noirs. Oui, des enfants de pieds noirs. Vous étiez la seule musulmane? Dans cette classe, oui. Seule indigène musulmane. J'ai ma carte, hein. D'ailleurs je vais la faire publier d'indigène. On vous traitait différemment que les autres? Non, je vous dis, je suis sincère, je n'ai jamais été l'objet de racisme, jamais, jamais. Mais à un moment donné, donc avec la force de l'OAS, l'école a dû même être fermée parce que le quartier était l'objet comment on appelle ça, des attentats à l'explosif et tout ça, donc c'était devenu très 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 dangereux. Et à un moment donné, ils ont dû héberger les militaires français. Alors on a évacué les lieux, ça devait être au mois de mars 62. Mars 62, donc on est reparti, chacune chez soi. J'ai oublié quand même de vous parler de... C'est peut-être un effacement qui est quand même... Parce qu'on a vécu à Saïda une époque horrible. C'est pas seulement à l'école normale que j'ai eu connaissance de ça. Oh non, comment ai-je pu oublier? Mais ça devait être vraiment quelque chose que je devais vouloir effacer sans m'en rendre compte. Le colonel Bijard. Le colonel Bijard, après la bataille d'Alger, on lui avait donné pour mission de venir à Saïda en 1958. Et là, il avait créé 2 commandos. Un commando Georges et un commando, je ne sais plus, dans mes notes je l'ai écrit, et 2 commandos qui avaient semé la terreur à Saïda. Et certains de ces soldats, de ces paras, étaient des anciens du maquis qui s'étaient rendus. Alors il y en avait un qui était horrible, horrible. Alors à ce moment-là, il y avait des arrestations en masse, des gens qui étaient tués en masse aussi. On promenait sur des ânes, des têtes de cadavres. J'avais 14 ans, j'ai vu ça. Des têtes de cadavres, ou alors on traînait, il y avait une charrette et on traînait un cadavre. J'ai vu tout ça à 14 ans. C'est horrible. Mon père, je vous avais commencé à vous raconter comment il avait été dénoncé par quelqu'un, un moudjahid, un résistant qui avait été donc emprisonné. Et donc tous les Mohammed du coin sont passés devant lui, devant cet homme-là qui portait une cagoule avec... Et quand mon père est passé devant, il lui a dit c'est pas lui.
il avait un regard, sans les lunettes, un regard même métallique. Il a dû le subjuguer, lui dire attends, mais c'était lui qui le cherchait, hein. Bijard. Le voilà, c'était en 1959 lors de la visite du général de Gaulle. À cette occasion, on était sortis avec des petits drapeaux français en face de la mairie pour l'accueillir. Voilà les petits indigènes et les petites indigènes. Ça, c'est la caserne qui était accolée à notre quartier, la caserne de Sérigné, la principale, du 10e régiment étranger. Donc on passait devant 4 fois par jour si on allait à l'école. 4 fois par jour, les légionnaires nous souriaient, à nous les enfants. Enfin. Et ça, c'était des voisines. Donc c'est la seule européenne, le propriétaire, et des voisines. Et pendant toute la guerre, comment ça se passait avec les colons, avec vos voisins, ces fameux voisins alsaciens par exemple? Mais on était très bien avec eux, sachant bien que le fils de M. Jacquel, justement, le fils adoptif, il était de l'OAS. Et eux savaient ce que faisait mon père. Ah oui. Parce que, alors chaque fois, il s'appelait, Jean l'appelait Jeannot. Chaque fois, on avait remarqué qu'avant une explosion, il était dehors. Ça, c'est les jeunes voisins et tout ça, quand ils disaient « Ah, Jeannot est là, il va y avoir quelque chose ». C'est parce qu'il savait qu'il y aurait une explosion et il guettait. Ça, on l'avait découvert tout seul. Et il disait « Ah, un de ces jours, en riant, hein, un de ces jours, on va mettre une bombe à l'épicerie de Si Mohamed ». Si Mohamed, c'était mon père. Mohamed, ils disent Mohamed. Ah, un de ces jours, alors on riait, oui, on va mettre une bombe dans l'épicerie. Mais ils ne l'auraient jamais fait, ils ne le feront pas. Il y avait d'autres liens entre nous très très forts, et on ne le fait pas. Et de notre côté, on n'a rien fait pour ces gens qui étaient une grande famille. C'était une grande famille, c'était une famille exceptionnelle, faite des indigènes, des Espagnols. On n'avait pas de juifs dans notre quartier. Quelques familles, on était très peu de familles, mais toutes mêlées. Et ils sont partis en pleurs aussi parce qu'ils nous aimaient, on les aimait. Et mon frère, même, il avait une camionnette que mon père avait achetée pour ses besoins de résistance. Et donc avec sa voiture, il a amené mes voisins à Oran pour leur embarquement. On ne les avait pas laissés tomber. Ils ne nous avaient pas fait de mal, il y avait des liens plus forts. C'était un amour spontané pour les uns et pour les autres. On avait vécu vraiment... Et on s'en souvient encore. Et toutes ces histoires ont servi de carburant pour votre écriture. Vous êtes devenue poétesse, écrivain, enseignante, et beaucoup pour témoigner de toute cette histoire de tout... Je ne sais pas si j'allais témoigner de cette histoire, mais je l'avais vécue, elle était en moi. Il fallait bien qu'elle sorte de quelque manière que ce soit. Pour l'enseignement, je savais quand j'étais jeune, encore en 4e, que je voulais faire prof de français. C'est pour ça que je suis rentrée à l'école normale. Bien jeune, je voulais dire prof de français parce que j'aimais cette langue, cette littérature, etc. Sans oublier ma langue. J'aime beaucoup ma langue maternelle. J'aime beaucoup, beaucoup. Parce qu'elle représente beaucoup de choses pour moi aussi. Parce qu'à la maison, il y avait la culture algérienne. Il y avait toute la musique, les musiques des chants magnifiques, hein, tout ça. Et à l'extérieur, il y avait aussi l'autre culture. Et je les aimais toutes les deux.